Une nouvelle de Alain Dorémieux, La nature de la catastrophe. La nature de la catastrophe avait au début occupé avec persistance la pensée de Narlac. Elle constituait un problème dont le sens exact lui restait caché. Vue de la terrasse panoramique de sa tour d'habitation, la géométrie de béton de la ville vide lui posait une série troublante d'interrogations. Ces perspectives urbaines désertes pouvaient n'être qu'une illusion, entretenue par de quelconques machines. Il se serait agi en ce cas d'une catastrophe simulée, d'un mystérieux artifice destiné à lui seul. La ville aurait pu continuer à l'insu de Narlac son charivari d'activité tout en lui renvoyant l'image fausse d'une absence de vie. Il avait parfois l'impression de repérer une faille dans le mécanisme de l'illusion. Une fissure étroite semblait s'ouvrir un court instant dans l'alignement rectiligne des rues, et il croyait entrevoir, dans cette brèche, vite refermés les signes d'une animation intense, d'une palpitation grouillante mue par des pulsations rythmées. Mais le reste du temps, la ville restait figée, aussi factice et morte, en apparence qu'un décor peint en trompe-l'œil. Seules les teintes contrastées et changeantes, déterminées par la hauteur du soleil et la tonalité de la lumière, lui communiquaient de façon superficielle une douteuse authenticité. L'océan matriciel de sa mémoire l'englobait de ses vagues opalines. Narlac qui baignait comme au sein d'un liquide amniotique en nageant dans une tiédeur moite. Il s'y trouvait en sécurité, à l'abri de toute atteinte venue de l'extérieur. Sa mémoire était une sphère lisse, soumise à une sorte d'apesanteur. Des troubles courants la traversaient, issus des méandres et des replis les plus profonds de son inconscient. Parfois survenait un éclair de couleur, une tache plus vive qui explosait avant de se disperser en lambeaux. Mais le plus souvent, il n'y avait qu'un panorama uniforme aux contours cotonneux. Les premiers temps, il s'était senti captif des vastes zones d'oubli qui repliaient leur ombre sur lui. Puis il s'était résigné à l'irrémédiable et avait accepté cette amnésie qui l'enveloppait comme un voile opaque, ce barrage infranchissable opposé à ses souvenirs. L'oubli était reposant. Il permettait au cerveau de ne plus fonctionner que de façon neutre, inefficace, dépourvu de tout but réel. Narlac glissait dans l'oubli avec autant de soulagement qu'il chavirait dans les abîmes du sommeil. Le fleuve du temps coulait avec placidité autour de lui, et il était comme une île ancrée au milieu de ce fleuve. Il lui semblait avoir échappé aux lois de la dureté, échappé à ce déroulement mécanique et hiératique, menant du passé vers le présent, du présent vers l'avenir. Il vivait dans un unique instant indéfiniment perpétué au sein d'un univers où n'existait plus la fuite des jours. Chaque matin, c'était le même jour recommencé, chaque soir, la même nuit qui retombait. Par un mimétisme obscur, l'immobilité du temps en était venue à imiter l'immobilité des choses. Narlac s'enfonçait dans la fossilisation d'un règne minéral. Par les grandes baies vitrées, il contemplait interminablement la ville et son paysage de néant. Et les heures devenaient des minutes, tandis que le soleil aveuglant poursuivait absurdement dans le ciel sa trajectoire parabolique, d'un bout à l'autre de l'horizon hérissé de tours, comme un simulacre inscrit sur une toile de fond à la blancheur neutre. Les marécages du futur lui faisaient l'effet d'une contrée hypothétique, inexplorée, où jamais il n'aurait la possibilité de s'aventurer. Narlac savait que le présent s'était refermé sur lui-même. Il était prisonnier de cet éternel présent, comme dans une cage translucide, aux barreaux invisibles qui n'en scellaient pas moins autour de lui les tracés d'un piège hermétique.
Il était englué à tout jamais dans ce présent, comme un navire encalminé dans un océan pétrifié. Parfois, il avait un sursaut où il essayait de se secouer, de s'acharner à cette glaciation temporelle où il s'enlisait. Mais il se cognait inutilement à la cage. En vain, il essayait d'en briser les parois trompeusement uniformes. Il abandonnait son effort avec la notion que chaque tentative était vouée à l'échec. Il était plus réconfortant, plus salutaire de s'enfoncer dans les gouffres mous et caressants de sa mémoire transformée en dédale obscur, dont les circonvolutions, embrouillées, exerçaient sur lui une action captivante et hypnotique. Des vestiges de souvenirs défilaient pourtant par intervalles dans son esprit, et il cédait à une sensation de malaise, comme en proie à des hallucinations, chassant de la main ces bribes d'images éparpillées qui l'assaillaient sans raison. La tour avait-elle été cette ruche bourdonnante, où se répondaient d'innombrables échos? La ville avait-elle été ce creuset de rumeurs enfiévrées, où se répercutaient des vacarmes multiples? Avait-il existé ce qu'on appelait des piétons, des voitures, des moyens de transport urbains, des ronflements de moteurs, des grondements sourds évoquant la respiration d'une grande bête agitée, jamais au repos? C'était presque impossible. Narlac se refusait à y croire. Son imagination le trahissait. C'était lui qui devait rêver ce passé imaginaire. De même qu'il avait sans doute rêvé cette catastrophe improbable qui, à en croire les régions les plus souterraines de ses pensées, s'était un jour abattue sur ce monde et sur cette ville, abolissant irrémédiablement toute autre vie humaine que la sienne. La géographie de l'appartement constituait pour lui les bornes de l'univers mesurable. Narlac n'en était plus sorti depuis le jour déjà lointain de la catastrophe, sinon pour se rendre de temps à autre au sommet de la tour et contempler du haut de la terrasse les étendues désertes de la ville. Il s'y enfermait comme dans un repère, surveillant les murs nus où peut-être s'inscrirait un jour, il ne savait quel signe prémonitoire. Il lui restait des provisions pour subsister, assez pour vivre encore des mois, peut-être plus. Le bruit de ses pas résonnait quand il se déplaçait dans l'appartement. Il en avait peu à peu évacué presque tout le mobilier, persuadé de son inutilité. Il avait entassé sur le palier. Il se déplaçait dans les pièces vides, comme si chaque élément familier resté sur les lieux, réfrigérateur, téléphone, dispositif d'éclairage, pouvait soudain se charger d'une indicible menace, encore informulée mais destinée à être comprise de lui seul. Les volutes du sommeil l'entouraient de leur spirale dès qu'il y sombrait. Dans son sommeil, il se voyait au milieu de la ville, mêlé aux passants déambulant le long des vitrines clinquantes où s'alignaient des objets multicolores. Des flux et des remous secouaient la foule. Les véhicules en mouvement vrombissaient en frôlant le bord des trottoirs. La ville était vivante. Narlac entendait ses bruits, respirait ses odeurs. Il s'arrêtait chez un disquaire et achetait un 33 tours à la pochette bariolée. Il s'arrêtait dans un bureau de tabac et y achetait un paquet de cigarettes américaines Boufiltre. Il s'arrêtait dans une cafétéria, il prenait le plat du jour accompagné d'un carafon de vin rouge qu'il payait à la caisse avant d'emporter son repas sur un plateau. Puis il se réveillait, brusquement, et le rêve disloqué s'effilochait, se levant dans le silence à la densité compacte. Il allait regarder le spectacle de la ville morte, tout en mesurant l'énormité monstrueuse et mensongère du rêve, son incongruité fondamentale. L'espace de la solitude devenait un territoire sans fin, une dimension abstraite, située à la périphérie de ses perceptions. La solitude était un cocon duveteux et caressant, où il bougeait comme au ralenti, les membres gagnés par une envahissante paralysie.
Qu'importait le monde illusoire d'autrefois, la catastrophe problématique, l'avenir indéchiffrable. La solitude gagnait progressivement tous les centres de sa conscience, les annihilant un par un. Il s'abandonnait à elle comme on flotte à la surface de la mer, en se laissant bercer. L'idée d'être seul en vie dans ce monde mort était apaisante. Elle constituait finalement la réponse à toutes les questions. Il parvenait à ne plus penser à autre chose, à ne plus même avoir envie d'aller regarder par les baies vitrées les perspectives incommensurables de la ville. Couché sur un lit, il dérivait dans un espace sans limite, un labyrinthe amical où il était bon de se perdre. L'absence de pensée, l'absence de désir devenait un but et une solution. Il gardait simplement, enfoui paresseusement dans un recoin de son esprit, l'idée qu'il lui fallait survivre, continuer de laisser passer le temps et d'en surveiller vaguement le cours. Pour quel motif? Il ne le savait plus exactement. Peut-être simplement pour le simple fait d'exister, mais la raison d'être de cette existence se désagrégeait et s'annihilait doucement, insensiblement comme à l'insu de Narlac, sans même qu'il ait le loisir de réfléchir à cette mise en veilleuse de son instinct vital. La stridence du téléphone déchira soudain et fit voler en éclats le silence environnant. Il s'éveilla d'un demi-sommeil où il avait rêvé confusément qu'il survolait la ville en planant comme un oiseau. Il ouvrit les yeux et considéra l'espace clos de la chambre, le sol poussiéreux, les murs ternis. Un rayon de soleil couchant allumait une lueur ocre sur le mur opposé à la fenêtre. Le téléphone continuait de fracasser rageusement le monde, ouaté du silence. Narlac remua avec maladresse, comme un scarabée allongé sur le dos qui ne parvient plus à se remettre sur ses pattes. Il se leva avec effort, se propulsa en avant avec l'impression de se débattre dans une pâte visqueuse. Le téléphone sonnait toujours, et son bruit retentissait comme un signal de danger, au sein des étendues vierges et démesurées de la vie de Narlac. Il s'approcha de l'appareil, observa cette bête grise et trapue qui l'agressait de ses appels frénétiques. Il décrocha. Il perçut une voix de femme éperdue, haletante. « Quelqu'un de vivant ? Enfin ? Des semaines que j'appelle tous les numéros de la ville sans avoir de réponse. Vous êtes là. » Il demanda posément. « Qui êtes-vous » La voix exhala un soupir rauque. « Oui, vous êtes là. Vous existez. Je suis une survivante comme vous. Je croyais être la seule, mais maintenant nous sommes deux. Et il y en a peut-être d'autres. Dites-moi où vous habitez, vite, que j'aille vous retrouver. Il y a si longtemps que j'attends. » Narlac garda le silence. La voix reprit. « Allô, vous m'entendez ? Je vous en prie, parlez-moi. » Narlac éloigna de son oreille le récepteur, le fixa un instant, des yeux, comme un objet étranger. Enfin, il le reposa sur son socle. Puis, d'un geste sec, il débrancha la prise de téléphone. La nature de la catastrophe est une nouvelle de Alain de Rémieux, extrait du recueil Couloir sans issue, publié dans la collection Présence du futur chez De Noël. Narration et musique, Eric Hansen.